Il faut nous dire, hein. Ah, maintenant, ok. Alors, attends 2 secondes, attends. Attends, je m'excuse, parce qu'il faut juste que je retrouve le fil. Ok, on peut commencer. 1, 2, 3, bonjour. Bienvenue sur la chaîne... Je commence ? Oui. Bienvenue... On répète. 1, 2, 1, 2, 3. Concentré, François. Bienvenue sur Espoir et Dignité TV, Voix libre. Nous avons le plaisir de recevoir le professeur Karim Belgacem, chercheur et analyste en géopolitique. Monsieur Belgacem, bienvenue. Merci d'être parmi nous. Bonjour, merci de votre invitation. C'est un thème très très intéressant qui a comme générique un générique très ambitieux puisque le générique c'est Ukraine et Gaza, Trump un artisan de la paix ou plutôt une illusion politique. C'est ô combien brûlant d'actualité et on a de grands espoirs, de grandes attentes par rapport à cette entrevue parce qu'on a envie de comprendre, on voit du Trump tous les jours. Le matin quelque part, l'après-midi il est autre part, le matin il dit quelque chose, l'après-midi il dit son contraire, la semaine prochaine il s'entend bien avec M. Poutine et la semaine suivante il dit qu'il ne peut pas parler avec M. Poutine. Donc ça nous fera un grand plaisir d'avoir vos éclaircissements sur cette thématique qui est très ambitieuse. Monsieur Trump, 47e président des États-Unis, après avoir été le 45e déjà entre janvier 2017, sauf erreur, jusqu'à décembre 2020, c'est-à-dire en pleine crise de la Covid-19, on a tendance à oublier qu'est-ce qu'il avait fait ou le souvenir qu'il nous a laissé. Moi, comme souvenir comme ça spontanément, je dirais que c'était le président du clivage. Le président américain du clivage, en fait, on a vécu 4 ans assez stressés. Maintenant, par rapport à sa posture internationale, la première question, professeur, Donald Trump se présente comme un homme de paix. En fait, on a l'impression que c'est son leitmotiv, ou c'est son objectif, c'est peut-être l'un de ses ultimes objectifs de sa longue carrière de politique et d'homme d'affaires. Donc c'est un négociateur hors pair. On dit toujours que c'est un négociateur hors pair. En tout cas, c'est ce que disent les plateaux de télévision. On n'est pas tous convaincus. Mais au regard de son premier mandat, ça veut dire le premier mandat comme 45e président des États-Unis, donc avant M. Biden, peut-on dire qu'il a vraiment incarné une diplomatie de la paix ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que Donald Trump est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent, bien entendu. Pour bien comprendre Donald Trump, il faut prendre, je dirais, la dimension psychologique du personnage. Hein. Soyons clairs, il est tout sauf fou et stupide. Il est intelligent, vous avez rappelé que c'était un businessman, et il considère donc que tout se marchande via des deals, c'est sa nature, tout simplement. J'ai envie de vous dire, parce que Donald Trump est quand même assez diabolisé par les médias français, principalement, il a le mérite de ne pas être hypocrite. Sa politique, c'est American First. C'est la doctrine américaine, globale et non trumpiste. Il ne fait qu'appliquer ce qu'ont appliqué ses prédécesseurs, Bill Clinton, George W. Bush, Obama et Joe Biden. C'est juste la forme qui change. Ce n'est pas la même chose en termes de comportement, de déclaration péremptoire. On a affaire, qu'on le veuille ou non, un vrai leader politique. Hein. Il regarde avant tout ses propres intérêts et les intérêts de l'Amérique. Donc il n'y a rien de condamnable jusque-là. Donc il faut prendre, et je dirais la même chose de Vladimir Poutine, il faut prendre le personnage tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Parce que cette doctrine d'American First, elle peut apparaître explicite de prime abord comme sujet à plusieurs interprétations. Exemple, dans le cadre de la diplomatie de paix, il faut rappeler que Trump était opposé à la guerre en Irak en 2003. Il ne voulait plus que les États-Unis s'investissent dans des interventions militaires ou autres. Mais tout ce qui touche aux intérêts américains et au maintien du positionnement des États-Unis en termes de leadership l'autorise aisément à transgresser cette règle puisqu'il peut rejoindre cette doctrine du American First. Et puisque je parlais de psychologie, il faut ajouter l'égocentrisme de Donald Trump.
faut dire les choses comme elles sont. Il va incarner le leader qui va favoriser la paix à travers différents accords, et peu importe qu'il y ait des perdants dans l'histoire. Avoir le prix Nobel, pour lui, ce serait une forme de reconnaissance égocentrique. Et je fais tout de suite le lien avec un de ses prédécesseurs, M. Obama. Il a une détestation pour M. Obama qui n'est pas sans pareil, puisque M. Obama incarnait une certaine élégance, intelligence de prime abord, et une certaine volonté de paix. Il a eu le prix Nobel de la paix. Je rappellerai quand même, sans non plus angéliser M. Obama, qui s'est aussi engagé dans pas mal de conflits durant ces 2 mandats. Donc M. Trump se dit, pourquoi pas moi? Donc il y a ce côté, je dirais, enfanroid, qui veut à tout prix être sur le devant de la scène et avoir aussi cette forme de reconnaissance qu'il n'a peut-être pas eu dans le passé. Alors je fais de la psychologie de bas étage, je l'assume totalement, mais on peut trouver cette explication dans ce raisonnement. Donc il a un profil narcissiste. Très narcissique, oui. Il est très narcissiste. Pathologique, quasi, ou pas? Mais peut-être. Après, cela ne m'empêche pas d'effectuer, on va dire, son job de président, mais d'une autre manière qui bouscule un peu les habitudes. Parce que quand on voit M. Trump, on pense à ce fameux livre, je ne sais pas si c'était un livre ou un film, ce sont les fous qui nous gouvernent. Oui, absolument. Et automatiquement, donc on pense à ça. Bon, ce n'est pas le seul. Maintenant, il a cette manière, donc c'est ce que vous avez dit, il a cette manière cash. Cette manière cash aussi d'approcher les hauts dirigeants mondiaux. Notamment, on se rappelle lors de son premier mandat du sommet de Singapour, où il avait rencontré le président nord-coréen, Kim Jong-un. Mais finalement, qu'est-ce que ça a vraiment donné? Parce que, par exemple, aujourd'hui, on a ces conflits qui durent en Ukraine et à Gaza. Là aussi, il a pris très rapidement, si on peut dire, le taureau par les cornes, avec son attitude, avec cette manière cash de s'adresser aux dirigeants. Mais quel est le résultat concret? Je veux dire, une fois que le show est passé, qu'est-ce qui en reste? Par exemple, la Corée du Nord, depuis son premier mandat, et aujourd'hui, donc on arrive bientôt à la fin de cette première année présidentielle, en fait, cette première année d'investiture, est-ce qu'il a déjà passé des heures sur le dossier de Gaza et sur le dossier de l'Ukraine? Qu'est-ce qu'il y a comme réelle efficacité? Là, on va dire pas grand-chose. Pour ce qui concerne le cas de la Corée du Nord, puisque c'est le cas que vous évoquiez, vous parliez de show, je dirais show S-H-O-W, et puis C-H-A-U-D également. Pourquoi? J'ai souvenir que lorsqu'il y a eu ces échanges d'invectives entre Donald Trump et Kim Jong-un, les médias disaient on est au bord d'une guerre nucléaire entre la Corée du Nord et les États-Unis. Donald Trump affirmait qu'il était à 2 doigts de le faire. C'est son affirmation. Ça vaut ce que ça vaut. Et puis effectivement, ils se sont rencontrés. Il a dit que Kim Jong-un c'était un good man et qu'il allait trouver un deal avec lui, mais qu'est-ce qu'il en a résulté? Pas grand-chose. Et quand je dis pas grand-chose, je suis très gentil, disons-le clairement, rien du tout. Il y a juste eu, comme vous l'avez dit à juste titre, un show pour les médias. Il est dans l'entertainment, complètement. Avant qu'il soit élu, Donald Trump, et même durant son premier mandat, était très présent sur Twitter. X aujourd'hui, c'était sa manière de communiquer, et pour lui c'était l'occasion avec Kim Jong-un de montrer encore une fois ses muscles. Il y a l'aspect virilité qu'on abordera tout à l'heure avec le président Poutine. Donc effectivement on a l'impression que c'est un show, c'est la société du spectacle, pour reprendre le roman de Guy Debord. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mais pas grand chose, rien du tout. Kim Jong-un fait ce qu'il veut, donc il peut dormir tranquille, et pendant ce temps-là, M. Trump s'est occupé d'autres dossiers, notamment déjà à l'époque le dossier des droits de douane et de la taxation de l'aluminium envers la Chine, les États-Unis, donc il a fait son rôle de businessman. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Le second mandat de Donald Trump est beaucoup plus axé sur, je dirais, le fait de faire bouger les lignes dans le contexte géopolitique global. Le premier mandat de Trump, c'était, je dirais, un hors-d'œuvre de ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans les différents coins du globe. Et je pense que nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Et nous en avons vu énormément jusqu'à aujourd'hui.
Je vous remercie. Et que dire de sa relation très particulière avec le président Vladimir Poutine? On a l'impression qu'elle est rythmée par un refrain de « je t'aime moi non plus ». Ils sont, à un moment donné, est-ce qu'ils paraissent grands copains? Le jour suivant, il se plaint parce qu'il dit qu'il est déçu. Il a été déçu X fois d'ailleurs de la part de M. Poutine déjà cette année, il me semble. Oui. De l'autre côté, on ne voit pas une réaction de la part de Poutine. On a l'impression que comme le dirigeant nord-coréen, que ça lui passe bien au-dessus de la tête. Mais par contre, quelle est sa réelle relation avec M. Poutine? Pour placer dans le contexte, il faut rappeler qu'il y a une sorte d'admiration réciproque entre les deux personnes. Admiration réciproque, même si, là je mets un bémol, je soupçonne Vladimir Poutine d'avoir une certaine condescendance envers Donald Trump. Il étudie très bien la psychologie, M. Poutine, hein, c'est un joueur d'échecs, il connaît très bien la tactique et l'analyse. Donc pour lui, Trump, il apparaît comme un enfant roi capricieux s'il n'obtient pas ce qu'il désire. Poutine, rappelons-le, est un joueur d'échecs, alors que M. Trump il est quelqu'un d'impulsif. Donc il y a une admiration réciproque, car également il partage beaucoup de choses communes. Exemple, l'image de l'homme fort, viril, qui incarne aussi la gestion d'un pays fort. Poutine suit la lignée des tsars russes, défendant leur empire et l'image de puissance. On se rappelle des nombreuses mises en scène de Vladimir Poutine à travers les médias, lorsque par exemple il y avait eu des incendies très graves autour de Moscou, où on le voyait piloter un Canadair pour éteindre l'incendie. On le voyait aussi torse nu sur un cheval. Donc il y a toutes ces mises en scène de l'homme fort qui protège sa patrie et sa famille. Ce qui les lie aussi, c'est ce qui arrive beaucoup dans les relations humaines, c'est qu'ils se lient contre quelqu'un, contre quelque chose, la détestation de quelque chose. Et ce qu'ils détestent le plus, ce sont les idées du wokisme, ces idées progressistes qui s'appliquent de plus en plus au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire la condamnation des groupes LGBT, la condamnation de l'immigration, alors légale ou illégale, ça dépend, mais ce brassage et cette mixité, ça inquiète. Donc ils partagent cette valeur commune. Et autre chose, ils détestent l'Union européenne, alors pas forcément l'Europe en elle-même, mais l'Union européenne. Ils considèrent que l'Europe est faible, décadente, elle perd son identité et quelque part, de facto, sa virilité. Et donc les personnes comme Trump et Poutine ne respectent que les hommes forts. Malgré la détestation qu'ils peuvent avoir, le respect passe aussi par l'image de puissance, de virilité, et l'Europe n'incarne pas ces valeurs. L'Europe incarne plutôt, je dirais, les normes qui peuvent paraître excessives, les sanctions et le soft power. L'Europe s'est aussi construite, l'Union européenne, à travers les dividendes de la paix. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe s'est aperçue que ces dividendes de la paix sont quasiment réduits à néant et qu'elle doit vivre dans un autre monde à aujourd'hui, puisque entre la puissance américaine, la puissance russe, la Chine et puis l'Inde, il faut que l'Europe se réinvente. Donc l'Europe est actuellement au milieu du gué. Donc il y a beaucoup de points communs entre Trump et il y a beaucoup de choses entre Trump et Poutine qui les rapprochent davantage, qui les éloignent. Et M. Trump a des petits accents de faiblesse lorsqu'il dit qu'il est très déçu, que M. Poutine n'ait pas donné satisfaction. On est limite plus dans la cajolerie que lorsqu'il va menacer un pays comme l'Iran, par exemple. Je me permets de rebondir sur deux éléments. Quand vous dites que M. Poutine aurait une certaine condescendance vis-à-vis de M. Trump, et vous avez dit juste avant que le dirigeant nord-coréen fait ce qu'il veut et qu'il n'a que faire de M. Trump. Est-ce qu'on n'arrive pas à une absence de crédibilité, donc un manque de crédibilité? Est-ce que ce n'est pas dangereux finalement? Bien sûr, il y a un manque de crédibilité, de sérieux, même si je pense que, alors je ne suis pas dans la tête de ceux Kim Jong-un, pour quand même un minimum au sérieux M. Trump, puisque de toute manière, M. Trump est capable de montrer ses muscles et de menacer. Dans le pire des cas, ça marche, ça peut fonctionner, l'intimidation, dans certains cas. Mais M. Trump représente également un nouvel ordre, on l'a vu ces derniers mois, où les institutions mondiales, le monde de Bretton Woods,
le droit international n'est plus réellement respecté. Donc le droit international, c'est juste une feuille de papier, malheureusement, qui ne signifie plus grand-chose. Et là, on a l'impression que le bal est ouvert, que chacun peut faire, entre guillemets, ce qu'il veut, et qu'il n'y a plus, je dirais, ce respect, ce protocole diplomatique. Alors il existe encore, mais on a l'impression qu'il y a ce code d'honneur qu'on avait auparavant, qui décline lui aussi de plus en plus. Alors, je vous parlais de décadence en exagérant légèrement. Est-ce qu'on ne peut pas dire plutôt en termes de décadence que le monde se retransforme et qu'il faut tenir compte aussi des nouvelles puissances émergentes, apparentes et des nouveaux groupes qui se créent pour dénoncer à la fois la domination occidentale, l'obsolescence des valeurs qu'ils défendent puisque c'est plutôt équivalent aux deux poids, deux mesures. Le monde occidental dispose d'un manque de crédibilité criante et certains pays en fait se jettent dans la brèche. Et dans les points communs qu'il y a entre ces deux dirigeants, donc quand je reparle de M. Poutine, M. Trump, il y a toutes ces valeurs qui les rejoignent, en fait, qui les unissent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, par opposition au wokisme et puis un certain progressisme, si on peut appeler ça progressisme, est-ce qu'il n'y a pas aussi le contrôle et la maîtrise de son immigration? Parce qu'on a l'impression que des deux côtés, donc on sait qu'entre 10-15% de la population de la Fédération de Russie est musulmane, mais totalement intégrée, oui. Voire contrôlée. M. Trump fait aussi un cheval de bataille du contrôle de l'immigration. Est-ce que ce n'est pas aussi un point qui les unit et un point qui les oppose aussi à l'Union européenne qu'ils estiment trop laxiste en matière d'immigration? Bien entendu, ça me paraît évident. Rappelez-vous le sommet des BRICS de 2024. Où a-t-il eu lieu? En Russie, à Kazan, dans une région qui est à dominance musulmane. Et c'était histoire de montrer aussi au monde entier, M. Poutine voulait montrer que, il était loin d'être isolé, il était entouré de plein de chefs d'État. 2, il était dans une région à dominante musulmane, donc ça montre que la Russie est multiconfessionnelle, même si c'est un pays orthodoxe, mais c'est un pays multiconfessionnel. La troisième chose, effectivement, une immigration soit contrôlée ou alors quasiment inexistante, même si M. Poutine, qui est quand même quelqu'un d'intelligent et de pragmatique, alors c'est pas être pro-Poutine de dire que ces chefs d'État sont intelligents. M. Poutine sait très bien que le déclin de la population russe est un fait depuis pas mal d'années. Économiquement, la Russie va avoir besoin d'une certaine immigration. Évidemment, et c'est déjà le cas, il privilégie l'immigration des pays post-soviétiques, le Kirghizistan, le Kazakhstan également, l'Ouzbékistan. Ils vont avoir besoin de main-d'œuvre dans des métiers manuels ou autres qui sont aussi conséquents de l'immigration provoquée par la guerre en Ukraine, même si elle n'apparaît pas forcément extraordinaire. Donc il y a l'idée de dire on ne veut pas être une terre d'immigration excessive, ce qui ne veut pas dire qu'on soit contre les étrangers. Et puis pour le cas de M. Trump, oui, il cultive encore une fois les paradoxes, puisque les républicains ont toujours été favorables à l'immigration, légale ou illégale. Je rappelle que ce mur qui a été construit pour limiter la frontière, pour déterminer la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ça a débuté sous M. Obama et non pas sous M. Trump. M. Trump n'a fait que poursuivre ce projet et cette idéologie de dire oui, on va contrôler l'immigration, on va la stopper. Ça n'en fait pas de lui pour autant quelqu'un contre l'immigration, puisque dans sa campagne de 2016 contre Hillary Clinton, là où il a très bien joué, et c'est pas être pro-Trump de dire cela, pourquoi il a gagné les élections en 2016? Parce que Madame Hillary Clinton a manqué de crédibilité lorsqu'elle dit « je vais défendre les classes ouvrières, les classes moyennes et puis les minorités ». Ça a été contre-productif, puisqu'on sait que les Clinton, ce sont des gens qui sont plutôt très très aisés, qui pouvaient avoir des discours contradictoires. Et M. Trump a été très clair. Moi, je vais défendre les Américains de base, et il n'a jamais prononcé de discours. Alors, il a eu peut-être des discours maladroits, mais je n'ai
pas senti quelqu'un qui était forcément opposé aux minorités, qui était très bien intégré, issu de l'immigration. C'est ce que je vous disais au début, hein. On a tendance à diaboliser certaines personnes et chefs d'État qui sont clivantes comme M. Poutine ou M. Trump. Je pense qu'il faut aller au-delà de ces clichés, bien étudier l'intégralité des discours et puis les faits qui sont établis par rapport à ces discours et par rapport à ces projets. Donc vous avez raison de souligner aussi la concordance qu'il peut y avoir entre ces deux personnes sur le sujet de l'immigration et puis les conséquences sur la gestion de leur pays. Et puis concernant le conflit ukrainien, qui maintenant a dépassé 3 ans déjà, hein. Oui. Au tout début, on pensait une opération spéciale qui était limitée dans le temps, et maintenant on ne voit pas la fin avec toutes les frayeurs qui sont occasionnées régulièrement. Donc à Kiev, pour M. Zelensky, comment est-ce qu'il voit M. Trump? Comme allié, comme soutien, ou plutôt comme adversité supplémentaire? Alors, vous voulez que je me mette dans la peau de M. Zelensky, en fait Si vous avez fait l'exercice, ça serait magnifique. Alors, je pense que M. Zelensky a compris, en écoutant M. Trump, que M. Trump n'est pas là pour faire du social et qu'il avait dit à plusieurs reprises que la guerre en Ukraine, ça suffit. Donc, il perçoit Trump comme quelqu'un qui ne se laissera pas berner par l'émotion, comme l'a fait l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne a accepté la candidature de l'Ukraine? C'était plus émotionnel que rationnel. Effectivement, on a tous été émus par ce qui s'est passé en Ukraine lors de l'invasion de la Russie en 2022. Personnellement, j'avais des doutes sur les volontés de Vladimir Poutine, puisque en fin 2021, Biden déjà avertissait les Russes vont faire quelque chose en Ukraine, comme ils nous avaient fait le coup avec les armes chimiques de Saddam Hussein en 2003. Je m'étais dit, mais quelle crédibilité accorder aux États-Unis dans les événements géopolitiques. Donc, c'est un risque pour l'Ukraine, puisque Trump privilégie sa relation particulière avec Vladimir Poutine, dont on a parlé à l'instant. Et tout ça se fait sur le dos de M. Zelensky et des Européens. On ne va pas, si je vais quand même le rappeler, M. Trump, qu'est-ce qu'il veut? Son idée, c'est d'acter non seulement la Crimée russe, et que les catoblastes que revendique M. Poutine soient actés définitivement russes. Je rappellerai l'histoire, la Crimée était russe depuis 1789,